Hello bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur les huitièmes de finale de l'Euro 2021, les 4 derniers huitièmes de finale du 28 et du 29 juin. On va revenir sur ces matchs qui vont sans doute être super intéressants. Mais avant, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pronostic, ça m'intéresse toujours pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Un petit pouce pour valider et référencer la vidéo et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux comme je le dis tout le temps, ça serait bien d'arriver aux 4000 abonnés avant la fin de l'Euro, ça serait magnifique. Sur les matchs que je vous propose, le 28 juin en premier, c'est Croatie contre l'Espagne et la France contre la Suisse, un match quand même assez attendu bien entendu dans les deux pays, et pour le 29 juin, l'Angleterre contre l'Allemagne, gros choc, et la Suède contre l'Ukraine, un match quand même qui sera peut-être un enfin voilà, beaucoup moins vu, je pense. Hein. Ça, on en est sûr et certain. En tout cas, n'hésitez pas à venir me mettre vos pronostics. Je le répète, c'est vraiment, j'aime bien quand même voir si je suis vraiment dans le vrai ou dans le faux. On est parti avec le 28 juin, la Croatie qui reçoit l'Espagne. Les Croates vont jouer ce match-là à Copenhague, donc au Danemark. C'est sur terrain neutre. Ils n'auront pas besoin de se déplacer en Espagne car les Espagnols ont reçu leurs 3 matchs de poule. Les Croates sont peut-être en train de se réveiller. Leur dernier match, franchement, voilà, à la mi-temps, il y avait un partout contre l'Écosse. Ils étaient en ballottage, certes, favorable, car voilà, ils n'avaient pas perdu. Et surtout, quand on regardait la première mi-temps, on voyait quand même que les Croates risquaient quand même de faire quelque chose. Les Écossais étaient trop limités, même s'ils jouaient à domicile. La deuxième mi-temps a montré Modric et Perisic ont pris les choses en main. Donc les cadres ont réussi à faire basculer donc le destin de la Croatie du bon côté. Ils se sont qualifiés donc pour ces huitièmes de finale. Tant mieux pour eux, car c'est vraiment une équipe quand même qui avait ébloui le monde en arrivant en finale de l'Euro 2018. C'est une équipe qui a vraiment de très beaux joueurs chez eux. Perisic a marqué 2 buts, 2 buts très importants contre la République tchèque et contre les Écossais. Là, il joue contre l'Espagne, qui également a été assez poussif. Avant l'Euro, ça avait quand même été assez moyen, leur 0-0 contre le Portugal, leur victoire, bon certes, c'était contre une équipe un peu en bois juste avant l'Euro, donc ça, à la limite, on le mettait de côté. Mais à part leur victoire 6-0 contre l'Allemagne lors des éliminatoires, mais il fallait un peu remonter dans l'année 2021. C'était une équipe qui avait gagné contre la Géorgie dans les dernières minutes. Donc voilà, c'était une équipe qui, on pensait quand même jouer les 3 matchs à domicile, qui risquait quand même de gagner les 3 matchs, surtout que ce n'était pas le groupe extraordinaire. Mais non, ils ont réussi donc à se faire accrocher contre la Pologne. Ils ont réussi donc à faire 0 contre la Suède. Et là, 5-0 contre la Slovaquie. Donc voilà, ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord. Ils sont sans doute réveillés. Est-ce qu'ils vont réussir à battre la Croatie? Moi, je pense que ça va être franchement compliqué pour les Espagnols. Les Croates sont peut-être revigorés par ça. Moi, je vois le 1 but partout. Je vois encore les Espagnols se faire accrocher. Je vois les deux équipes donc ne pas se départager. Et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires des Espagnols. Passons au match qui nous intéresse pour quand on est français et bien entendu quand on est suisse, la France contre la Suisse. Le match se jouera à Bucarest, donc en Roumanie, toujours terrain neutre bien entendu. La France a beaucoup de blessés. Dembélé donc est rentré déjà chez lui. Il y en a un qui risque de le faire, c'est Digne. Apparemment, voilà, il est sorti blessé donc lors du match contre le Portugal. Là, aujourd'hui, il y a eu un entraînement qui s'est très mal passé pour Marcus Thuram et pour Lemar. On attend de savoir si ces 2 joueurs-là, malheureusement, seront peut-être forfaits jusqu'à la fin de l'Euro. On n'espère pas. Également, un autre arrière latéral, Hernandez, est-ce qu'il sera prêt pour la Suisse? On est en train de se poser des questions pour savoir qui va jouer arrière gauche, mais peut-être que ce sera Dubois, peut-être que ce sera un défenseur central qui glissera à gauche. Ça peut être compliqué. Par contre, le système mis en place par Deschamps est un peu compliqué. Le 4-2-3-1, est-ce qu'il va vraiment rester comme ça? Car là, s'il n'a pas d'arrière d'aile qui leur permet d'être plus dangereux et d'apporter le danger, est-ce que, surtout que bon, on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse entente entre le trio, on va dire d'attaque, Benzema, Mbappé et Griezmann. Il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, je pense que Deschamps ne va pas faire d'essai, il va rester sur sa ligne directrice. C'est la patte Deschamps, on ne s'enflamme pas dans le jeu, c'est vraiment toujours sobre. On a toujours un Pogba qui va délivrer une passe décisive comme avec le Portugal.
où il a réussi donc à donner une passe décisive à Benzema. Il avait également réussi à donner une passe décisive pour Lucas Hernandez qui avait réussi à centrer et il y avait eu beaucoup de consentement des Allemands. Donc, il faut faire attention à ce match contre les Suisses, car les Suisses ne sont pas une équipe au rabais. Ça, j'entends trop de commentaires où on pense que ça y est, on a les Suisses en face, ça va être facile. Certes, ils ont perdu 3-0 contre l'Italie. Je pense qu'on s'appuie sur ce match-là. Mais quand on voit les Turcs, la pression qu'ils avaient mis au début du match, et qu'on voit que les Suisses ont réussi à gagner 3-1, je vais presque dire facilement, il y a eu un Shaqiri en feu, il y a eu un Seferovic très intéressant devant, il y a un Xhaka qui est assez monumental au milieu de terrain, alors qu'il y a beaucoup de spécialistes qui pensaient que c'était quelqu'un de lent et tout, mais c'est le poutre de cette équipe suite. Il y a un Bolo devant aussi, qui joue en Allemagne, donc qui n'est quand même pas non plus le dernier venu. Il faut faire attention. Franchement, c'est une équipe qui ne prend pas de grosses déculottées. Là, c'est sûr que bon, ben voilà, on les a vu jouer contre l'Italie, prendre 3-0, on pense qu'ils perdent contre tout le monde, mais non, ils avaient réussi à accrocher l'Allemagne, à faire match contre l'Allemagne, à l'aller et au retour. En plus, lors des éliminatoires de la Ligue des Nations, il faut vraiment faire attention. Mais c'est une équipe qui joue donc en 5-3-2. Donc, est-ce que, voilà, c'est avec les deux RRDL côté français qui ne sont pas obligatoirement donc les titulaires, parce que Pavard ne montre pas grand-chose non plus. Il faut faire vraiment attention sur ce match-là, mais je vois quand même les Français s'imposer quand même, car la France, quand ils sont au pied du mur et qu'ils sont en match éliminatoire, lors de ces dernières phases, que ce soit la Coupe du Monde 2018 ou l'Euro 2016, où ils avaient perdu donc, en prolongation contre le Portugal, ils sont quand même assez sérieux, ils ne rigolent pas. Je vois la France gagner 2-0 et je vois même le Français en code sécurisé marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons au match très important du 29 juin, l'Angleterre qui reçoit l'Allemagne. Les Anglais ont joué tous leurs matchs à domicile et ils risquent de le faire s'ils vont jusqu'en finale. C'est vraiment un gros point positif pour les Anglais. Là, ils jouent contre les Allemands qui, eux également, avaient joué leurs 3 matchs à domicile. Donc ce n'est plus la même chose. Les Anglais ont tendance toujours à gagner 1-0 sur les 5 derniers matchs à domicile, 4 fois 1-0 et une fois 0-0. C'était contre les Écossais en match de poule. Mais bon, voilà, contre les Écossais, c'est toujours spécial. Les Écossais contre les Anglais se sont rencontrés lors du premier match international de l'histoire. C'était déjà un 0-0. Les Anglais, sur leurs 10 derniers matchs, ils ont fait 9 clean sheets. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant côté anglais. Leur dernière défaite à domicile, c'était contre les Danois. C'était un match où ils avaient pris deux cartons rouges. Donc voilà, c'était assez spécial. Également, ils avaient réussi, quand on remonte un peu sur les 16 derniers matchs, ils avaient également réussi à battre la Belgique. Donc ils sont capables de battre, je veux dire plutôt, excuse-moi, des grosses équipes. Les Allemands de leur côté, actuellement, c'est assez moyen. Ils viennent de faire 2-2 contre les Hongrois. Ils ont certes gagné les Portugais, mais ils avaient perdu contre la France lors des matchs de groupe. Donc c'est une équipe, les Allemands, qui soufflent un peu le chaud et le froid. C'est vraiment compliqué de savoir exactement comment ils jouent et ce qu'ils vont faire comme résultat. Ils prennent énormément de buts, donc 2 contre les Portugais, 1 contre les Français et 2 contre les Hongrois. C'est quand même un géant qui dort. C'est la dernière compétition de Joachim Löw. Donc, est-ce que les Allemands vont réussir à faire l'exploit d'éliminer les Anglais, de reprendre leur revanche sur la finale de la Coupe du Monde 1966? On ne sait pas, mais moi, sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les Anglais prendre un but. C'est vrai que contre les Danois et les Belges, ils avaient pris un but. Donc, pourquoi pas contre l'Allemagne? Car c'est un gros, même si, comme je vous l'ai dit, c'est un géant qui dort. Je vois donc le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées sur ce match-là. Finissons avec la Suède contre l'Ukraine. Les Suédois ont fait une phase de groupe très solide. Ils ont pris deux buts. C'était par Lewandowski. Je cherchais un peu combien de buts ils avaient pris lors du dernier match de groupe. C'était donc une victoire 3-2. Un peu dans les derniers instants. Ils avaient réussi à faire un 0-0 contre l'Espagne et ils avaient réussi donc à gagner 1-0 le deuxième match. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de se transcender et de ne pas prendre de but. C'est quand même assez intéressant, surtout chez les Espagnols. Surtout que les Espagnols jouent à domicile, il faut quand même le savoir. Ils n'ont pas Ibra, certes, mais ils ont Forsberg, qui est extraordinaire. Isaac, qui est quand même le buteur de la Real Sociedad, qui avait réussi à marquer 16 buts donc en Liga pendant la saison. Et Marcus Berg, qui n'est quand même pas, même s'il est sur la fin de sa carrière, mais qui n'est quand même pas le dernier venu. C'est une équipe qui, avant l'Euro, avait fait 5 matchs sans défaite. Donc c'est très important. Depuis leur défaite contre la France, 4-2, depuis ils n'ont plus perdu. Là, ils jouent contre l'Ukraine, qui a réussi à être dans les deux meilleurs troisièmes à 3 points avec le Danemark. C'est une équipe qui a fait une victoire et 2 défaites.
Les 2 défaites, c'était contre les Pays-Bas, 3-2 à l'arrache, ils ont failli même accrocher les Pays-Bas, et 1-0 contre l'Autriche, mais là, ils ont quand même été ultra dominés. Donc c'est un peu un petit miracle s'ils se retrouvent donc en huitième de finale. Ils ont montré leurs limites. Hein. La patte Shevchenko, moi je trouvais qu'elle était quand même assez intéressante. Mais là, bon, la défaite 1-0 contre l'Autriche a montré qu'ils étaient peut-être en train de fatiguer. Ils n'ont peut-être pas l'effectif pour une grosse compétition sur un mois, sur une durée d'un mois. Sur ce match-là, moi je vois le Suédois gagner 1-0. Vraiment un match accroché. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 28 et le 29 juin. N'hésitez pas avec vos petits commentaires, vos petits pouces pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!